Dans le monde des chasseurs, chaque mission est une lutte pour la survie. Explorons les moments de tension et d'action de cette histoire qui mélange magie, monstres et défis impossibles. Jin-Woo, un chasseur de niveau E, est sur le point d'affronter des ennemis puissants. Et à chaque pas, de nouvelles alliances et des décisions compliquées surgissent sur son chemin. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ses erreurs peuvent avoir des conséquences irréversibles. Comment va-t-il gérer la pression d'être le leader de son groupe? Et que fera-t-il en découvrant que ses pouvoirs sont plus qu'il ne l'imaginait? Ne manquez pas l'émotion de cette épopée. Restez jusqu'à la fin, et découvrez ce qui se passera lorsqu'il sera forcé de faire des choix qui changeront tout. Préparez-vous pour une histoire de pouvoir, de sacrifice et de grandes révélations. Tout commence avec Jin-Woo, se réveillant par un appel de sa sœur, où elle lui rappelle l'heure qu'il est, car aujourd'hui c'est l'entretien scolaire. Dès qu'il entend cela, il se lève et en peu de temps arrive à l'école complètement préparé. Tellement que Jin-Ah lui demande si c'est vraiment son frère, car elle n'est pas habituée à son apparence tellement améliorée et différente d'avant. Et de manière innocente, Jin-Woo lui répond que c'est clairement son frère, sans comprendre pourquoi elle se comporte ainsi. Elle commente que ce n'est pas qu'il semble étrange, mais c'est surprenant de voir à quel point quelqu'un peut changer autant. Pendant ce temps, les filles de l'école commencent à admirer le grand attrait de Jin-Woo, attirant beaucoup d'attention alors qu'il marche, dans les couloirs. Et comme on pouvait s'y attendre, Jin-Ah en profite pour demander s'il sort avec quelqu'un, et s'il veut qu'elle le présente à une amie, mais il se contente de lui tirer la joue pour qu'elle se taise. Quand il s'assoit avec la professeure pour l'entretien, elle commente que Jin-Ah est une bonne élève, très cordiale et avec de bonnes notes. Cela fait d'elle un exemple pour les autres, et à l'école, ils ont beaucoup confiance en elle. Les résultats indiquent qu'elle pourra entrer dans l'école de médecine qu'elle souhaite, donc elle ne juge pas nécessaire de la presser davantage. Avec cela, la réunion pourrait être terminée, mais il y a une question qu'elle aimerait poser. S'il aimerait que sa sœur travaille dans le monde des chasseurs, si un jour elle se réveillait en tant que telle. Cela le surprend, mais sans trop réfléchir, il répond que non et demande « Pourquoi ?» La professeure lui demande une petite faveur, s'excusant d'être égoïste. Plus tard, Jin-Woo rencontre Hansen. Il montre une photo où il est avec sa sœur, et elle devine qu'il est le frère de Jin-Ah. En comprenant mieux ses intentions, elle lui dit que peu importe ce qu'elle a entendu de la professeure, elle ne va pas à l'école, encore moins cessera d'être chasseuse. Face à cette attitude, Jin-Woo lui rappelle qu'elle est de niveau E, donc elle ne pourra pas avoir une vie digne, et sa seule option serait son équipe d'attaque. Mais il la considère comme un cas spécial. Hansen lui explique que s'il est venu seulement pour argumenter, il vaut mieux économiser sa salive, et mentionne le fait qu'il est aussi de niveau E. Calmement, Jin-Woo lui dit qu'il n'est pas venu pour lui dire d'arrêter d'être chasseuse, et sans plus, il lui demande de l'accompagner. Pendant un moment, nous voyons l'arrivée de Hwang Dong-soo de Corée du Sud où se trouve l'association. À l'aéroport, il est accueilli par Woo Jin-chul, et en le voyant, Dong-go mentionne qu'il ne s'attendait pas à une commission d'accueil de l'association. Jin-chul lui demande combien de temps durera sa visite. Ce à quoi Dong-go répond que ce ne sera pas long, car il n'aime pas ce pays. Malgré sa curiosité, Jin-chul demande s'il est revenu sur cette terre qu'il a abandonnée uniquement à cause de ces deux individus. Dong-go lui demande de ne pas faire semblant de ne pas savoir, car ce qu'il souhaite, c'est qu'il ferme les yeux pour lui et le laisse faire ce qu'il veut avec eux dans un donjon, en commençant par le niveau E, puis l'autre. Il demande si Jin-chul va l'en empêcher, impatient de le voir essayer. Mais Jin-chul lui fait clairement savoir qu'il a été envoyé uniquement pour faire son travail. Maintenant, nous voyons Choa discuter avec Gu, où il l'informe des fourmis ailées qui pouvaient voler. Malgré cela, les corps de ces créatures sont tombés dans la mer et peut-être qu'ils ne peuvent pas couvrir de grandes distances, du moins pour l'instant. Avec cette information, Gu choisit de les étudier, car il est trop tôt pour tirer des conclusions. Plus tard, Jin-Woo arrive à un portail avec Han, où il rencontre Seung-mi, et Hoon, membre du département de gestion de White Tiger Gold. Les deux sont ravis de le voir, car ils ne s'attendaient pas à une demande de sa part. Quand ils voient Han, ils supposent que c'est la fille qu'il veut entraîner, et Jin-Woo confirme que c'est bien cela. Han explique qu'il a demandé de l'aide au bon moment, car ils ont annoncé que plusieurs portails apparaîtront dans cette zone. Et un portail de niveau C est apparu récemment, ce qui semble très intéressant. Cette conversation est interrompue par l'un des chasseurs, qui informe qu'ils doivent se dépêcher. Avec le portail devant eux, ils s'excusent auprès de lui, et informent Jin-Woo que ce chasseur est Kim Chul, un chasseur de niveau A, qui agit comme un tank. Cette fois, il s'agit d'un exercice pratique pour les membres les plus récents, et celui qui va soutenir l'armée en tant que chef de l'équipe d'attaque. À ce moment-là, Hoon mentionne qu'il a été un peu irrité lorsqu'il a appris l'existence des observateurs, et on peut voir Kim se plaindre d'être le chef de deux chasseurs de niveau E en faisant référence à Jin-Woo et Han. Après cela, Sang annonce que l'équipe est composée d'un de niveau A, 5 de niveau B, 2 de niveau C, totalisant 8, soit 10 au total avec ceux de niveau E.
avant de partir, Wukong. Jun suggère à Jinwoo de se limiter à observer lors de cette mission, puisque l'idée est que les nouveaux participent, ce qu'il accepte sans problème, car c'était son intention dès le départ. Au moment où tout le monde entre dans le portail, il commence à subir une transformation agressive. Jin se rend compte de ce qui se passe et attrape immédiatement la main de Han pour essayer de sortir, mais le portail les invite à rester. Il parvient à peine à dire à Sang d'alerter l'équipe d'attaque principale. Lorsqu'il est forcé de rester à l'intérieur du portail, il ne tarde pas à informer Baek, le chef de la guilde White Tiger, qu'un portail C est devenu un portail rouge. Cela fait rapidement comprendre à Baek la gravité de la situation. Alors, il se propose d'y aller immédiatement. Nous voyons maintenant que l'équipe s'inquiète du fait que le portail d'entrée n'est plus entouré par une forêt de neige. Kim leur dit que c'est un portail rouge et comme Aang ne sait pas ce que c'est, Jin lui explique que, contrairement aux portails normaux, en entrant dans un portail rouge, toute communication avec l'extérieur est perdue. Il n'est possible de sortir qu'en battant le chef ou en trouvant une faille dans le donjon, et ils ne peuvent pas être aidés de l'extérieur. De plus, les monstres de cet endroit sont plus forts que le niveau calculé. Soudain, une flèche est tirée sur l'un des chasseurs, le tuant en atteignant sa tête. D'autre part, une autre flèche qui se dirige directement vers Aang est arrêtée lorsque Jin l'attrape en plein vol. Il réalise qu'il s'agit d'elfes de glace. Et Jin, en les analysant, les considère comme habiles, car à une si grande distance, il est difficile de les voir, et il semble qu'ils attaquent les plus faibles. À ce moment-là, Kim élève la voix pour informer tout le monde que le portail rouge est isolé et que son niveau est B ou supérieur. Et en raison de son niveau, ils doivent suivre ses instructions pour pouvoir sortir vivants de cette mission. Et même ainsi, ils ne trouvent pas opportun de diriger tout le monde. Alors ils vont se diviser en 2 groupes à partir de maintenant. Ils décident d'emmener les plus forts, refusant l'opportunité au niveau C inférieur. Un jour ici équivaut à 1 heure à l'extérieur. Que ce soit en battant le chef ou en trouvant une faille dans le donjon, ils pourraient repasser des mois ici. Il est donc nécessaire d'alléger les charges en laissant les niveaux inférieurs derrière. Une fille de niveau B, Park Hye-jin, demande la permission de rester avec le groupe le plus faible, et il lui accorde cette permission, supposant qu'elle le fait par compassion. Elle s'approche de Jin pour lui demander si son niveau n'est pas celui qu'il prétend, car elle a vu comment il a attrapé la flèche quelques minutes plus tôt. Et bien qu'il évite de répondre, elle imagine qu'il est de niveau A, ou peut-être supérieur. Après cela, Kim leur dit que le groupe va suivre le chemin devant, tandis que lui et les autres iront dans la forêt. En avançant un peu, Kim montre à ses compagnons des éraflures sur les arbres qui sont faites par des ours de glace, et c'est pourquoi il croit que ceux de niveau E vont mourir. Cependant, en y réfléchissant mieux, il se souvient que ce groupe a un de niveau B et un de niveau C, donc il ne comprend pas pourquoi il considère Jin comme leur leader. À ce moment-là, quelques ours de glace s'approchent, mais Kim reste en avant pour les affronter sans problème. D'un autre côté, Park lui dit que cette forêt est le territoire des ours de glace et pense qu'il est dangereux de continuer par là. Mais Jinwoo explique que c'est justement pour cela qu'ils ont pris ce chemin. Si c'est le territoire des ours de glace, cela signifie qu'ils n'ont qu'à se soucier d'eux en sortant. Bien mieux que de devoir faire face aux elfes de glace intelligents, non? Elle est d'accord, car cela a beaucoup de sens. Jinwoo mentionne alors que la température dans le bosquet est très basse et sort de son inventaire quelques manteaux pour tout le monde. Ils sont surpris de voir qu'il utilise la magie dimensionnelle, car les meilleurs chasseurs qui maîtrisent cette magie peuvent normalement sortir seulement 2 ou 3 objets à la fois. Aang exige de savoir qui il est, en raison des choses qu'il est capable de faire, mais Jinwoo s'approche d'elle et lui dit qu'elle est là à cause de lui et qu'il s'occupera d'elle, mais seulement si elle évite de poser des questions. Il en va de même pour les autres, ne voulant que personne ne lui demande quoi que ce soit. À ce moment-là, un grand ours de glace apparaît, et la première chose que Jin fait est de changer son titre pour celui de tueur de loups, ce qui accorde 40% de dégâts supplémentaires contre tous les monstres de type animal. Pendant ce temps, Baek arrive de l'entrée du portail, et en raison de la difficulté de la mission, il espère que Kim pourra sauver tout le monde. Sang lui fait savoir qu'il y a aussi le chasseur Jinwoo, qui est de niveau E. Il croit qu'il a subi un second éveil, mais cela n'a pas encore été confirmé. À ce moment-là, Dong-sul arrive pour les saluer, mais Baek lui demande ce qu'il fait là dans leur zone, après tout, il était parti aux États-Unis. Dong-sul trouve étrange que le portail leur appartienne et demande si c'est vrai. Il se demande alors pourquoi un chasseur d'un autre syndicat, en se référant à Jinwoo, est à l'intérieur du portail. Dong-sul dit qu'il souhaite le rencontrer avant qu'il ne meure là-dedans, car il a fait l'effort de venir jusqu'ici. De retour à Jinwoo, après avoir vaincu les ours de glace de la région, il laisse les autres manger leur viande confortablement. Maintenant, il se dirige vers une grotte où ces monstres habitent en grand nombre. En arrivant à l'entrée, il utilise l'ordre, apparaître, faisant sortir de l'ombre quelques chevaliers, le plus puissant d'entre eux étant Ygritte. Enfin, il ordonne l'attaque. Sa légion est composée d'infanterie
qui se régénèrent rapidement et de mages qui affrontent bien les ours de glace. Jin pense qu'il s'attendait à -2 en voyant à quel point ils sont forts, mais une mauvaise chose est qu'ils consomment rapidement du mana. À ce moment-là sort de la caverne ce qui semble être le chef des ours de glace, qui détruit facilement les soldats de l'ombre, et en quelques secondes pousse un rugissement terrifiant, créant une onde de choc qui détruit tout, laissant Jin sans mana. À cause de cela, il dit à Ygritte que c'est son tour et il commence à avancer vers le chef. Lorsque le chef de l'ours attaque, Ygritte utilise son incroyable agilité pour esquiver les attaques et frappe ses points vitaux avec précision. Quand il l'a finalement à sa merci, il l'empêche de faire une attaque finale en lui coupant la tête. Jinwoo apprécie son immense pouvoir, et pense que, si Ygritte avait eu son épée tout le temps, le combat aurait pris une tournure différente. Il reconnaît également qu'avec son niveau actuel, il est encore plus faible qu'Ygritte, et le félicite pour son bon travail. Ici, nous voyons la situation actuelle de Kim, qui est à la merci des elfes blancs et dont l'équipe a été totalement anéantie. Il n'arrive pas à y croire car il était sur le point de faire partie de l'élite du Tigre Blanc, et bien qu'il ne veuille pas se rendre, il perd la tête à cause des elfes de glace. Il prend la décision de fuir précipitamment, très terrifié, ce qui est observé par le chef des elfes de glace. Une fois tous les ours de glace vaincus, Jin ne perd pas de temps et donne l'ordre. « Levez-vous », transformant les ours morts en ses soldats de l'ombre, y compris leur chef. Ainsi, il obtient un grand nombre de monstres sous son commandement. D'autre part, côté, Baek demande à son groupe combien de temps s'est écoulé, et ils répondent environ 3 heures, ce qui signifie qu'ils sont là depuis à peu près 3 jours. Baek mentionne que les portails rouges sont considérés comme très difficiles. C'est pourquoi Dongsul croit que Jinwoo doit déjà être mort à ce moment-là, et qu'il n'aurait pas dû se donner la peine d'y aller. Mais il y a quelque chose que il ne comprend pas. Si Jinwoo n'est pas un chasseur du White Tiger, comment est-il entré dans ce donjon en accompagnant l'une de leurs équipes? Sam répond que il est une connaissance de Jin, et c'est lui qui l'a amené, car il a dit qu'il voulait voir une incursion de niveau C. Baek soupire de soulagement en voyant que cela convainc Dongsul. Instant plus tard, Dong arrive jusqu'à Sang, et le saisit par le cou, demandant ce qu'il a découvert cette fois, car il sait qu'il a toujours une bonne intuition pour trouver des choses intéressantes. Avant de répondre, Baek attrape son bras et libère sa force bestiale, avertissant qu'il vaut mieux qu'il le lâche. Cependant, Dong dit qu'il n'est personne pour lui donner des ordres et qu'il est un inconnu qui se croit grand dans un petit pays. Par conséquent, tous deux libèrent une force colossale, ce qui inquiète beaucoup Sang, car ils savent qu'un combat entre deux chasseurs de niveau S peut être désastreux. Les deux se laissent emporter par les provocations et lancent une attaque puissante, sans intention de reculer. Et maintenant, nous revenons avec Kim, qui, en entrant dans la forêt, est affecté par le froid, mais il croit que s'il parvient à obtenir un équipement, il peut survivre. À ce moment-là, il voit quelques ours de glace morts au sol, ce qui lui sert d'explication sur pourquoi il n'en a pas rencontré jusqu'à présent. Il se demande un instant si c'était le groupe de niveau E, mais il écarte rapidement l'idée, car ils ne sont pas du tout forts et se convainc que ce sont les elfes de glace. Alors, il décide de partir rapidement, terrifié. Le coup échangé entre Baek et Dong est, par chance, interrompu par Jingu, qui remercie les deux d'avoir retenu leur force au dernier moment, car sinon, il aurait perdu ses bras. Puis il dit à Dong qu'il ne sait pas ce que il soupçonne, mais il peut garantir qu'il a refait l'examen de Jinwoo il y a seulement 2 mois et il n'a aucun doute qu'il est de niveau E. Il explique aussi que le frère de Dong a perdu la vie au travail en combattant des monstres, et cela a été confirmé par l'équipe de surveillance. Cependant, Dong croit que ses enquêtes sont pleines de lacunes et il est certain que c'est un mensonge. Il dit qu'il va poursuivre le chasseur Jinwoo parce que ainsi, il a une excuse pour ôter une vie. À ce moment-là, il reçoit un message qui le met mal à l'aise, d'humeur, et après avoir mentionné que Jinwoo a de la chance, il se retire. Après quelque temps, Kim arrive enfin là où se trouvent les autres, et reste stupéfait de les voir si confortables et au chaud. Il ne comprend pas comment ils ont pu survivre. Il remarque qu'ils utilisent des manteaux, des couvertures, une tente, et même de la nourriture. Mais en y réfléchissant mieux, il commence à comprendre ce qui se passe, et s'approche assez furieux, pour leur dire que tout son escadron est mort parce qu'il n'avait ni équipement ni nourriture. Il demande alors qui a caché tout cela, qui a pris ces choses, et qui a été responsable de les mener directement à leur mort. Ensuite, il dégaine son épée en essayant de leur faire avouer la vérité, mais juste avant que Jinwoo n'arrive, il le projette au sol d'un coup de main, et le lance au loin. Après cela, il dit à haute voix qu'ils peuvent sortir, car bien qu'ils essaient de se cacher, leurs auras les trahissent. Quelques secondes plus tard, les elfes de glace apparaissent, et au centre d'eux se trouve le chef. Le chef des elfes se réfère aux humains comme des vermines. Jinwoo, furieux, demande s'il vient de les traiter de vermines, ce qui surprend le chef des elfes,
car il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse vraiment comprendre. Il demande si Jinwoo sait vraiment parler la langue des monstres, et Jinwoo est assez surpris. Par cela, supposant que c'est aussi l'œuvre du système, puisqu'il ne le savait même pas, le chef nommé Barça trouve bon qu'ils puissent communiquer, car cela économise du temps, et il commente qu'un de ses elfes veut l'affronter en un clin d'œil. Jinwoo s'approche de lui et lui coupe la tête, puis tente de l'attaquer, mais Baruka bloque son attaque, ce qui fait réaliser à Jinwoo qu'il ne sera pas facile de le vaincre. Baruka demande alors ce que Jinwoo fait parmi les humains alors qu'il n'en est même pas un. Et en percevant sa réaction, il comprend qu'il ne sait même pas ce qu'il est. Baruka commente que les monstres entendent une voix dans leur tête qui leur dit de tuer les humains, sauf qu'ils ne l'entendent pas quand il s'agit de Jinwoo. Non. C'est quelque chose que Jinwoo sait intuitivement être des ordres du système, et que cela ne se produit pas avec lui, parce qu'il est un joueur. Baruka ne voit pas la nécessité de se battre et propose à Jinwoo de gérer cela de manière sensée et dit de remettre les humains. Mais comme Jinwoo refuse, Baruka souligne que Jinwoo est clairement en infériorité numérique. Cela fait sourire Jun. Woo et utiliser son pouvoir pour faire apparaître ses ombres. Park croit que cela aussi soit son œuvre. Sans plus tarder, Baruka donne l'ordre à ses elfes d'attaquer, commençant ainsi une guerre directe entre les deux groupes. Les autres décident de fuir, car ils ne feraient donc que gêner, mais quelques elfes de glace tentent de leur tirer des flèches, ayant été découverts. À peine une flèche est-elle tirée, Jinwoo apparaît devant eux en un instant, les attrape en l'air et détruit les elfes comme si de rien n'était. Ensuite, il analyse sa situation, car bien que son armée soit invincible, son mana ne durera pas longtemps. De plus, le chef est plus fort que lui, et même en combattant avec Ingress, ce serait difficile. Il a donc besoin de quelque chose de plus puissant. À ce moment-là, les deux se présentent et commencent à échanger des attaques. Bien que Jinwoo démontre une grande dextérité dans ses mouvements, Baruka reste supérieur. Lorsqu'ils prennent de la distance, Jinwoo utilise ses mages pour lancer une grande boule de feu contre Baruka, mais il la détruit facilement, gagnant un peu de temps. À ce moment-là, Kim se réveille et court vers Jinwoo pour l'attaquer, tout comme Baruka le fait. Ce que Jinwoo fait, c'est utiliser Igris pour lever un rideau de neige qui bloque la vue de Baruka. Et juste à ce moment-là, il fait tuer Kim par Gris. Sans perdre de temps, il transforme Kim en une de ses ombres, créant un gigantesque tank qui repousse Baruka. C'est à ce moment-là que Jinwoo le nomme Iron, et après quelques brèves secondes, il pousse un cri provocateur de grande puissance, qui affecte Baruka et le fait concentrer ses attaques sur Iron. Iron parvient à bien se défendre contre les attaques de Baruka, malgré leur puissance, ce qui aide beaucoup Jinwoo à l'utiliser comme tank. D'un autre côté, Han demande à Park si les batailles de chasseurs sont vraiment comme ça. À quoi Park répond que, si c'était le cas, elle ne serait jamais devenue chasseuse, car cette bataille est terrifiante. Baruka se sent insatisfait de ce rival. Alors il propose à Jinwoo qu'ils attaquent tous les trois ensemble. Jinwoo accepte le défi, et avec Igris et Iron, ils commencent un combat contre lui. Bien que Baruka soit capable de donner du fil à retordre aux trois, Iron utilise à nouveau son cri provocateur pour forcer Baruka à se concentrer sur lui. Cela permet à Jinwoo d'arriver par derrière et de le poignarder avec sa dague, mais Baruka parvient à éviter que la blessure soit mortelle. Lorsqu'ils prennent de la distance, il avertit Jinwoo que le sous-estimer pourrait être une grande erreur. Bien que Jinwoo reconnaisse qu'il est fort, il ne peut pas en dire autant de ses soldats. En entendant cela, Baruka se rend compte que tous ses elfes de glace ont été tués, ce qui l'irrite beaucoup. Il conclut que s'il élimine Jinwoo, tous les soldats des ombres tomberont. Alors, il se dirige vers Jinwoo pour l'attaquer. Ce que fait Jinwoo, c'est lancer sa dague, et bien que Baruka parvienne à l'esquiver, il utilise sa compétence d'autorité du souverain, qui fonctionne comme de la télékinésie, et attire sa dague violemment vers lui. Baruka garde ses réflexes actifs et bloque l'attaque surprise par derrière, mais l'impact détruit son arme. Sans perdre de temps, Jinwoo donne l'ordre à Iron de retenir Baruka fermement, pour qu'il soit retenu. Et ensuite, les mages lancent leur magie explosive contre lui. Après avoir subi cette attaque, Baruk explose de rage et détruit Irûm avec ses mains en déclarant qu'il tuera tout le monde. Mais dans un moment de fureur, Jinwoo en profite pour l'atteindre en utilisant son invisibilité et le poignarder, se contentant de dire qu'ils en ont fini pour aujourd'hui. Baruk crie que c'est une folie, puisque il est encore debout. Mais en quelques secondes, Irûm ressurgit, et avec son énorme marteau, il l'écrasera violemment. Après cela, Jinwoo reçoit les récompenses pour avoir vaincu le chef. Mais il remarque qu'Irûm commence à frapper le corps de Baruk. En l'empêchant, Jinwoo ordonne de se contrôler, se retirant un peu épuisé par la façon dont Irûm agit. Ne sachant pas vraiment quoi faire, Irûm regarde Igris, mais il l'évite simplement, se retournant et s'en allant.
Ensuite, Irûm se concentre sur les mages des ombres et commence à célébrer, et ils font de même, le craignant, beaucoup. Jinwoo retourne vers les autres pour les informer que tout est terminé et tout le monde est très soulagé. À ce moment, le portail s'ouvre et tout le monde célèbre avec joie d'avoir été sauvé. Cependant, Jinwoo regarde le corps de Barook, car il sait qu'avant de partir, il doit faire quelque chose d'important. Ici, nous voyons Baek, où Sang lui explique qu'à l'intérieur du portail, environ une semaine s'est déjà écoulée. Il suggère alors que Baek peut partir, car ils le tiendront informé de tout ce qui se passe. Baek remercie, mais refuse de partir tant que des membres de sa guilde sont encore à l'intérieur. Il accepte d'attendre jusqu'à l'aube. Juste après avoir dit cela, il voit que des gens commencent à sortir du portail, et Baek se réjouit de voir que Kim a réussi. Et quand il voit Jin sortir seul, il est complètement certain qu'il sortirait vivant. Quand les 4 sortent du portail, il se ferme, laissant Baek surpris. Et il demande à Park où sont les autres, ainsi que Shul Kim. Il s'excuse en baissant la tête, et en les regardant de plus près, Baek confirme que seuls ceux de niveau le plus bas sont revenus. Jinwoo dit à Han de l'accompagner et qu'il va la ramener chez elle, mais Baek l'en empêche en le retenant par l'épaule, disant qu'il a beaucoup de questions à poser. Jinwoo lui dit qu'il est très fatigué et qu'il peut poser toutes les questions qu'il veut aux membres de sa guilde. Écartant la main de Baek, Baek pense qu'il est un garçon insolent à cause de son attitude, mais décide de le faire répondre vraiment, en le saisissant avec plus de force. Ensuite, il précise que ce n'était pas une demande, car ce jour-là, 6 membres de sa guilde ont disparu, et comme responsable, il doit poser plusieurs questions. Jin est partiellement d'accord, mais lui demande de ne pas oublier qu'il a sauvé les 2 autres. Alors le responsable devrait être reconnaissant pour cela, le regardant avec une expression aiguisée. Après quelques secondes, Baek se détend et s'excuse, donnant raison à Jin, le remerciant pour l'aide. Après être parti, Baek demande à Park qui est ce type, car il n'est pas très sociable. Elle comprend bien ce qu'il veut dire, et explique qu'après avoir vaincu le chef, l'humeur de Jinwoo a changé soudainement. En entendant cela, Baek dit à Sang qu'il veut ce garçon travaillant dans sa guilde. Plus tard, Jinwoo arrive chez Han, qu'il appelle maintenant Jinwoo, au lieu de Song, et le remercie de l'avoir accompagné, agissant de manière beaucoup plus amicale qu'avant. Quand il arrive chez lui, il voit qu'il a à peine réussi à obtenir la dague de Barook comme récompense, et ne sait pas si cela est dû à la grande différence d'attributs. Mais il a consommé ses 3 tentatives pour essayer de le ressusciter, en échouant, ce qui l'a le plus irrité. En se regardant dans le miroir, il se souvient du moment où il a tué Kim, et la frustration commence à s'accumuler. Il ressent le poids de ses actions et les conséquences de ses décisions. Au fond, il sait que ses choix sont inévitables. Mais il ne peut s'empêcher de se demander s'il a vraiment fait le bon choix. Il respire profondément et essaie d'éloigner les pensées qui le dérangent. Il savait que son objectif était plus important que n'importe quel sentiment de doute, et cela le garde concentré. Jinwoo se prépare pour les prochaines étapes de sa mission. Conscient que chaque mouvement qu'il fait maintenant peut changer le cours de tout. Il regarde la dague de Barook et se demande ce qu'il peut encore apprendre de ses victoires et de ses défaites. Il ne peut pas laisser ses erreurs le définir et doit utiliser chaque expérience comme une leçon pour améliorer encore plus sa force et ses compétences. En sortant de chez lui, Jinwoo retrouve son équipe, qui est prête pour le prochain voyage. Chacun d'eux a son propre objectif. Mais ensemble, ils sont plus forts qu'ils ne le seraient jamais seuls. Il sait qu'il aura besoin d'eux pour affronter les prochains défis à venir. Ils sont ses alliés, et malgré leurs différences, ils savent qu'ils doivent s'unir pour atteindre leurs objectifs. Le voyage de Sung Jinwoo atteint un point d'ébullition, alors qu'il s'aventure dans les profondeurs flamboyantes du château démoniaque, à la recherche du précieux élixir de vie pour sauver sa mère. Son pouvoir caché croît à des niveaux inimaginables, attirant des regards indésirables et forçant des alliances inattendues. Parallèlement, un chasseur mystérieux émerge d'un portail après une décennie, portant des secrets apocalyptiques et un lien choquant avec Jinwoo lui-même, qui est sur le point d'être révélé de la manière la plus brutale. Maintenant, fatigué de se cacher dans l'ombre, Jinwoo décide de revendiquer son véritable pouvoir, un choix qui le mettra dans la ligne de mire des plus grandes guildes et du président de l'association lui-même. Mais le plus grand choc pourrait ne pas être sa force nouvellement révélée, mais plutôt un nom murmuré par un chasseur vengeur. Un nom qui relie le passé sombre au présent explosif de Jinwoo. Préparez-vous pour un retournement de situation qui changera tout. Après avoir tué Kim, le lendemain, Jinwoo part avec Jin vers un autre portail. Mais ce dernier est totalement choqué de voir les ombres, faire tout le travail. À cause de cela, Jinwoo s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt et explique que tous ses chevaliers font partie de l'une de ses compétences. Mais il est un peu complexe de fournir plus de détails à ce sujet. Dès que les ombres terminent leur tâche, Iron célèbre avec un cri, mais Jinwoo, d'un claquement de doigts,
les fait se retirer de manière organisée pour extraire les minerais. Quand cela se produit, Jinwoo demande à pouvoir faire quelque chose, car c'était le minimum qu'il pouvait faire. Et à ce moment précis, l'une des ombres lui remet quelques cristaux pour qu'il puisse également collaborer, ce qu'il remercie. Dans un changement de scène, nous voyons que certains chasseurs aux États-Unis ont été attaqués par un individu inconnu à l'intérieur d'un portail. Celui-ci explique au dernier d'entre eux qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, car il a seulement laissé les autres inconscients. Cela ne sert pas à grand chose, car il ne parle pas anglais pour se faire comprendre, mais ce qu'il parvient à dire, c'est qu'il est humain et qu'il veut rentrer chez lui. Plus tard, Jinwoo profite d'un repas avec Jinwoo, et ici, ils discutent du fait qu'ils ont déjà complété 19 missions. Jinwoo remercie pour son aide, car cela n'aurait pas été possible sans lui. En outre, il parle de ses plans futurs. D'abord, il passera l'examen écrit à l'association, puis il l'utilisera comme monnaie d'échange pour négocier avec son père. Ensuite, il demande ce qu'il fera, à quoi Jinwoo répond qu'il ne pourra peut-être pas le contacter pendant un certain temps, car il doit se rendre quelque part. Dès qu'il entend cela, et étant un peu ivre, Jinwoo précise que, s'il le considère comme une gêne, il peut simplement le dire, et il respectera cela. Il a un frère de 10 ans, son aîné, mais il ne l'aime pas, et ils n'ont jamais passé de temps ensemble comme des frères. D'un autre côté, il a sauvé sa vie et a répondu à sa demande. C'est pourquoi il souhaiterait vraiment qu'il soit son frère. Quelques secondes de silence passent, et dès que Jinwoo lui sert un peu plus de bière, il fait savoir qu'à partir de maintenant, il est son petit frère. Cela rend Jinwoo immensément heureux, au point d'agir soudainement de manière excessivement aimable. Revenant au sujet inconnu qui est apparu aux États-Unis, celui-ci a maintenant été détenu par l'organisation du pays. Les responsables commandent qu'il n'a pas encore été identifié, mais l'individu a affirmé être un chasseur étranger. De plus, il dit qu'il est resté piégé dans un portail pendant 10 ans et n'a pas pu en sortir. Ensuite, il a trouvé le portail qui mène aux États-Unis. Un autre point à considérer est qu'il ne maîtrise pas très bien l'anglais, donc un interrogatoire assisté par un interprète est en attente. Mais on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'une bête humanoïde. Quant à ce qu'ils prévoient de faire avec lui, ils ont demandé l'aide d'un chasseur de rang à Washington, Juan Dong-soo. Ils pourront alors poursuivre l'enquête dès qu'il reviendra dans le pays. Enfin, cet individu inconnu a dit que son nom est Sunan Juan. Le lendemain matin, Jinwoo se prépare pour son voyage et informe sa sœur qu'il partira pour une semaine. Jin, en apprenant qu'il sort après le travail, suppose simplement que c'est avec une fille. Il veut donc en savoir plus sur cette petite amie qu'il a. Notre protagoniste, quant à lui, ignore ces accusations, précise qu'il sortira avec un ami, puis s'en va. Plus tard, il arrive à l'entrée du château infernal et se rappelle que lorsqu'il combattait Cerbère, son niveau était d'environ 20, mais maintenant il a triplé. Sans plus tarder, il prend la clé pour ouvrir le grand portail, accédant ainsi au portail spécial qui le conduit au château infernal. En avançant dans le couloir, un message apparaît avec les informations de la mission. Il y est écrit que le château de l'enfer est rempli de démons, et qu'il doit collecter les âmes de ces êtres, le critère étant d'en rassembler 10 000. Cela le prend par surprise, mais il sait bien qu'il est venu ici pour un autre but, qui est l'élixir de vie. Pour cette raison, peu importe s'il s'agit de 10 000 ou 100 000 âmes, il les obtiendra toutes, dégainant immédiatement sa dague lorsqu'il a devant lui quelques démons à éliminer. Nous sommes maintenant avec Jinwoo, qui a une réunion privée avec son père, où il demande à ce qu'on lui remette la guilde après avoir montré son CV et qu'il est prêt. Son père est surpris, car il connaît la proposition qu'il a faite à son frère, mais Jin considère très risqué ce qu'il envisage de faire, se référant au choix d'un étranger pour en faire le maître de la guilde. À ce moment-là, son père mentionne le nom de Sang Jin, et raconte qu'il est au courant de l'incident du double donjon, de l'anéantissement de l'équipe de Han Dong-soo et de l'assassinat de prisonniers par le département de supervision. Jinwoo a été impliqué dans ces 3 incidents et en est sorti indemne, et il a également participé à toutes les missions qu'il a organisées. De plus, il a entendu dire que c'est lui qui a sauvé les chasseurs dans le portail rouge. Mais pas seulement cela, la guilde du Tigre Blanc prévoit de le recruter. Après avoir mentionné tout cela, il accepte de lui confier la guilde à une seule condition, qu'il recrute Jinwoo pour qu'il soit dans la guilde avec eux, quelque chose que Jin accepte de faire. Après avoir passé un bon moment à éliminer des démons, Jinwoo reçoit une autorisation d'accès pour les étages supérieurs. À ce moment-là, il vérifie que pour pouvoir utiliser cette autorisation, il doit se rendre au portail du premier étage, ce qui le mènera au 2e étage. En avançant, il voit que ce donjon est immense, et qu'il semble qu'ils ont mis une ville entière dans un bâtiment pour pouvoir avancer plus rapidement. Ce qu'il fait, c'est invoquer l'un des ours de glace, qui était justement leur chef. En montant dessus, il lui fait ouvrir un chemin parmi les démons à grande vitesse, et en raison de sa force, décide de lui donner le nom de Tan. Mon ami n'est pas très créatif avec les noms, en fait.
Maintenant, nous sommes avec Shan, qui profite d'une piscine dans une salle de sport privée, ce que les autres chasseurs trouvent inhabituel, car elle ne fréquente généralement pas ces endroits. Là, elle se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec le chef de la guilde, Choi, à qui elle a demandé pourquoi il n'avait pas rendu publique l'information sur les fourmis qui ont des ailes. Et il répond que c'est sur ordre de l'association, car ils disent que révéler cela maintenant ne ferait que causer la panique, mais qu'elle ne doit pas s'en inquiéter, car c'est maintenant le moment de rassembler des forces. Ainsi, ils pourront progresser et remplir le devoir qu'ils ont en tant que plus grande guilde nationale. Revenant à Jinwoo, alors qu'il avance, il pense que lorsqu'il a obtenu la clé, il avait peur que ce soit un donjon de rang S. Pour l'instant, ces démons sont à peine plus que de rang B. Ils sont nombreux et deviennent plus forts à mesure qu'ils montent les étages. Mais, en se concentrant sur l'élimination de celui qui détient la permission de chaque étage, il a accéléré le parcours qu'il doit faire. Bien que, si le château du démon imite la structure de la tour originale, il atteindra le 100e étage, donc il ne sait pas à quel point ils seront forts quand il y arrivera. Il ne sait pas non plus s'il aura assez de nourriture, se souvenant également de la promesse qu'il a faite à Dina, ce qui signifie que c'est une course contre la montre. C'est pourquoi il continue de vaincre de plus en plus de monstres, montant les étages à grande vitesse, ce qui fait que le nombre de collectes d'âmes augmente à un rythme accéléré. Une fois qu'il a rempli cette condition, il atteint le point qui le mènera du 49e étage au 50e. Et ici, il est accueilli par une légion de chevaliers démoniaques, avec un énorme chef derrière eux. Sans perdre de temps, il fait sortir ses ombres pour être prêt, et confirme rapidement que le nom de ce démon est Vulcano Rouge, l'avaricieux, le seigneur des étages inférieurs. D'un autre côté, Anne et Park visitent l'appartement de Jinwoo, mais voient que seule sa sœur est là. Cela fait des jours qu'aucune incursion n'a été enregistrée, mais il ne semble pas qu'il soit parti à l'étranger. Et la dernière fois que l'association l'a localisé, c'était en ville. Elle demande rapidement comment il sait tout cela, et Anne répond que c'est son travail, étant intéressée par l'endroit où il pourrait être en ce moment. Revenant à la grande bataille qui s'annonce pour Jinwoo, celui-ci ordonne à ses hommes de s'occuper des autres démons, car il combattra seul contre le chef. Peu après, ses hommes avancent pour attaquer, tandis qu'il reste en arrière. Comme son intelligence a augmenté, il peut contrôler plus de soldats, et cela facilite les combats. Mais lorsqu'il fixe son attention sur le chef, qui ne s'est pas encore déplacé de sa place, en un clin d'œil, celui-ci disparaît, se trouvant déjà devant ses ombres, pour lancer un coup puissant avec sa masse. En réaction à cela, Jinwoo arrive à grande vitesse pour pouvoir l'accueillir avec un coup de poing chargé, ce qui l'envoie voler sur une grande distance. Cela, il ne s'y attendait pas du tout, et suppose que c'est grâce à l'augmentation de la force. Mais dès que le chef Vulcan se ressaisit, il pousse un cri terrifiant qui augmente considérablement ses statistiques, ce que Cerber avait fait. Ensuite, il commence à courir avec beaucoup de hâte vers Jinwoo, qui ne tarde pas à demander à Iron son grand bouclier, réussissant ainsi à bloquer le coup formidable qu'il lance. Mais à partir de là, Vulcan déclenche une pluie de coups sans arrêt. Dès que Jinwoo trouve une ouverture entre ses attaques, il lance le bouclier sur son bras pour l'arrêter, et ainsi le flanquer pour pouvoir contre-attaquer. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Vulcan réagirait à une vitesse incroyable, ce qui lui permet de le surprendre avec une attaque instantanée. Dans cette fraction de seconde, la compétence main du gouverneur monte de niveau, et agissant en conséquence, Jinwoo l'utilise pour pouvoir dévier la trajectoire de la masse et ainsi réussir à esquiver. Étant en sécurité, il comprend que Vulcan a été capable de prévoir ce qu'il allait faire. Il réfléchit alors mieux à la stratégie qu'il doit utiliser pour le vaincre. Dès qu'il esquive l'une de ses attaques, il commence à courir dans une direction, mais Vulcan avance vers lui comme une machine imparable. Ce que Jinwoo prévoit de faire, c'est restreindre ses mouvements, et il a une idée en voyant un bâtiment effondré un peu plus loin. Lorsqu'il y arrive, il parvient à esquiver Vulcan pour qu'il entre en collision avec le bâtiment, et lorsqu'il se remet de l'impact, il sort une autre de ses dagues pour l'attaquer par le haut, par surprise. Cela lui permet de lui trancher le cou avec succès, ce qui est suffisant pour le vaincre. En récompense de cela, il reçoit le fragment de l'arbre du monde, qui est l'un des objets dont il a besoin. Nous changeons radicalement de lieu pour voir Dong-Su enfin interroger Sung, agissant avec une certaine agressivité, car il est de mauvaise humeur, surtout parce qu'il ne répond pas à ses questions. Soudain, Sung demande combien l'humanité sait sur les portails et les monstres, car ces choses ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Cela a éveillé un pouvoir qui peut ressusciter des cataclysmes, la pire calamité possible, mais il ne peut en dire plus. Dong-Su, ne comprenant rien de ce qu'il dit, demande alors quel est son point, à quoi Sung répond que son objectif est d'éliminer cette calamité et que son grand nombre de chasseurs ne sert à rien contre ce pouvoir, même s'il rassemble le monde entier.
Ignorant ce qu'il dit, Dong-su opine qu'il a du courage pour utiliser un nom, malgré le fait qu'il soit un monstre et qu'en plus, il dit avoir une épouse et 2 enfants. Au moment de voir son dossier, il esquisse un sourire malicieux pour ensuite demander comment s'appelle son fils. Sung répond que c'est Jin-woo, mais ressent immédiatement une soif de sang. Pour sa part, ce que fait Dong-su, c'est lui donner une nouvelle sans importance. Son fils est mort, donc s'il veut le saluer, il devra le faire dans l'au-delà. Pour sa part, Jin-woo continue d'avancer rapidement en battant sans problème les chefs d'étage, et remarque même que certains des démons ressentent peut-être de la peur, mais ils n'y prêtent pas attention. Soudain, on nous montre que tout le bâtiment où ils interrogeaient Oh-sang a été démoli. Il s'avère qu'en quelques secondes, Han Dong-su a perdu sans pouvoir rien faire, ce qui signifie clairement que Sung s'est échappé. À ce stade, Jin-woo est arrivé au 75e étage, et comme sa nourriture est épuisée, il décide de s'arrêter ici. Mais au moins, il sait qu'il ne repartira pas les mains vides, car il a obtenu la boucle d'oreille du géant du 50e étage, et le collier que le chef squelette qu'il a vaincu il y a peu lui a donné. Séparément, les objets sont bons, mais les effets de l'ensemble, en les ayant ensemble, sont encore meilleurs, et en raison de l'avantage qu'ils offrent, il déduit que le dernier objet manquant de l'ensemble provient d'un autre chef. La sphère de l'avarice, qu'il a également obtenue, n'est pas mauvaise, bien qu'il ne puisse pas l'utiliser. Mais heureusement, elle peut être transférée, et il la donne aux autres mages, doublant ainsi le pouvoir de leur magie. De plus, il a choisi une boîte de butin, en complétant la mission, et pensait avoir perdu son opportunité, mais ce n'était pas le cas. En l'ouvrant, ce qu'il reçoit est une clé, mais dans la fenêtre de détail, il n'obtient aucune information à son sujet. La seule chose indiquée est que l'information sera révélée lorsque les conditions seront remplies. Laissant ce sujet de côté, il revoit le plan qu'il a depuis qu'il est entré dans le château du démon. Vulcano, l'avare, lui a donné un fragment de l'arbre du monde, et au 75e étage, Métos, le guide des âmes, lui a donné l'eau de la source de la forêt des esprits. Il a 2 des 3 ingrédients dont il a besoin pour l'élixir de vie, donc il ne lui en manque qu'un pour pouvoir sauver sa mère. Avec cela en tête, il sait que la prochaine fois qu'il reviendra, il l'obtiendra sans faute. En sortant du château infernal, Jin-woo vérifie qu'il a déjà obtenu 2 matériaux pour élaborer l'élixir de vie, donc il ne lui manque plus qu'un, le sang purifié du roi démon. Pour obtenir cela, il doit être complètement préparé et voit comme un point positif que son niveau a considérablement augmenté après le voyage au château du démon. Cependant, officiellement, son niveau est toujours de rang E. Et bien qu'il ait besoin de monter de niveau, il ne peut pas participer à des missions de raid de haut niveau s'il reste ainsi. Pour cette raison, il décide de mettre fin à cette farce, en se proposant de faire une réévaluation de rang. Le lendemain, il visite le siège de l'association pour participer à la réévaluation, et un membre du Tigre Blanc était là. Dès qu'il remarque sa présence, il passe un appel à Baek pour l'informer que Jin-woo est arrivé, et celui-ci se prépare rapidement à s'y rendre. Pendant ce temps, Jin-woo attend un peu jusqu'à ce qu'on l'appelle pour entrer dans la salle d'examen. La responsable indique qu'il doit poser ses mains sur le cristal noir, mais au moment de collecter les données, le système subit une erreur. Quelques secondes plus tard, le directeur arrive pour voir ce qui se passe, et elle lui montre cette défaillance que la machine a. Mais lorsque le directeur répète le processus et voit par lui-même, il se montre assez surpris, car finalement il ne s'agit pas d'une défaillance mécanique, mais plutôt que cette lecture indique l'incapacité d'évaluer. En d'autres termes, le pouvoir magique de Jin-woo a dépassé la limite de la machine, et cela sert de preuve que le 10e est enfin apparu dans ce pays. Encore un chasseur de rang S. Aux alentours du bâtiment, Choi demande à Jin-woo comment se déroule l'enquête sur les fourmis volantes. Il rapporte qu'une autopsie a déjà été réalisée et qu'il compare les structures internes et le pouvoir magique résiduel avec des spécimens précédents pour pouvoir estimer les actuels. Et ce processus devrait prendre un certain temps pour arriver à une conclusion. Après l'avoir écouté, Choi aborde le sujet du portail rouge, car il a appris que le Tigre Blanc a permis à une personne extérieure de participer à la mission d'incursion et qu'ils ont même permis à cette personne de vaincre le chef du donjon. C'est pourquoi il est curieux de savoir qui est cette personne. Mais Jin-woo précise qu'il ne connaît pas les détails, car il n'était pas présent ce jour-là. À ce moment-là, ils parviennent à entendre une agitation à l'intérieur du bâtiment grâce à leur ouïe développée, et Choi décide d'aller voir ce qui se passe, car il est intéressé. C'est ici que Jin-woo se trouve à l'entrée et un scandale se forme, autour de lui, car la nouvelle qu'il est un chasseur de rang S s'est rapidement répandue. Le directeur indique qu'il faudra un peu de temps pour lui donner l'identification avec son nouveau rang, donc, en attendant, il doit patienter. Quelques secondes plus tard, Choi entre avec Jinko, et toutes les personnes présentes le reconnaissent immédiatement car il est le chef de la guilde des chasseurs. Jin-woo reconnaît Choi immédiatement car il est bien conscient des titres qu'il possède et de son statut.
Mais bien que celui-ci se présente cordialement pour lui parler, Jin-woo passe directement en précisant qu'il est pressé, et qu'il doit partir. Cela laisse Choi assez surpris, mais il ne le prend pas mal. Il remarque peu après que Jin-woo a disparu sans laisser de traces, et Jin-woo pense qu'il doit être du type assassin. À ce moment-là, Baek arrive en voulant le chercher, et Choi confirme à quel point Jin-woo est spécial, grâce à son arrivée inattendue, en plus d'être un individu qui a surmonté le portail rouge. D'un autre côté, Baek, dès qu'il voit qu'il est ici, comprend immédiatement qu'il a découvert ce qu'est Jin-woo. Déjà le soir, Jin-woo rend visite à sa mère à l'hôpital, et en sortant, Jin-woo lui rend visite par surprise. Là, il dit qu'il lui a fait réaliser à quel point il était aveugle, car il n'a jamais pu découvrir son potentiel. La tâche de la division de surveillance à laquelle il appartient est de surveiller les chasseurs, ainsi que de punir ceux qui enfreignent la loi, mais il précise qu'il ne le surveilla pas comme un criminel. Et bien que la division de surveillance soit la seule à contrôler les chasseurs, cela ne s'applique pas à ceux de rang S, car ils sont impuissants face à un tel niveau. Soudain, le président de l'association des chasseurs lui-même arrive, se présentant comme Go Gun-hee. Après cela, il se dirige vers un endroit pour discuter en privé, où Go lui informe que la réévaluation est complètement inutile, car au moment où il reçoit ce résultat, ils lui ont déjà attribué le rang S. Et la raison pour laquelle ils font une pause pour officialiser et divulguer est parce que c'est une période de carence. De cette manière, ils peuvent s'assurer l'opportunité de connaître d'abord des talents aussi uniques que lui. Et bien que le coût pour l'association des chasseurs soit énorme, les chasseurs sont peu nombreux, car ils préfèrent généralement les guildes pour gagner en statut et en argent. Il lui demande alors de rejoindre l'association, étant prêt à lui offrir le poste le plus important au sein de celle-ci. Jin-woo est surpris par une telle proposition et demande pourquoi il fait cela. Go lui explique que ce n'est pas le gouvernement qui soutient le pays maintenant, mais bien les chasseurs, qui sont répartis dans 5 guildes principales. Il y a 5 dragons qui maintiennent un équilibre délicat, mais s'ils décident de les rejoindre, cet équilibre sera rompu. L'association doit être une 6e puissance dans le pays capable de contrôler le reste, et il lui assure qu'il a le pouvoir de rendre cela réalité. Jin réfléchit bien à cela, car il pense que ce n'est pas un mauvais accord, puisque cela lui assure de futures promotions. En plus du gouvernement et des médias, le président Go doit avoir de l'influence partout et est un chasseur impressionnant, qui a été le premier rang, S du pays. Ainsi, il possède un grand pouvoir magique et un physique qui ne montre pas ses 80 ans. Même à son âge, il est au même niveau que lui après avoir monté de niveau. Alors, s'il acceptait sa proposition, cela changerait sa vie. Néanmoins, il décide de refuser son offre, car il veut se battre, c'est-à-dire combattre les monstres, car il croit que sa place est dans les donjons. Go est surpris de l'entendre, et remarque que ses yeux ne disent pas qu'il ment, ce qui le touche, face à quelqu'un comme ça. Ce qu'il fait, c'est accepter la réponse de Jin-woo, qui, après s'être excusé, finit par se retirer pour rentrer chez lui. En chemin, il se rappelle qu'il doit continuer à monter de niveau pour pouvoir guérir sa mère, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas arrêter, puisqu'il a la capacité de continuer à grandir. Un nouveau jour, Dong-soo se réveille enfin après la raclée qu'il a reçue, et il est accueilli par le sous-directeur, qui lui demande directement si Zung est vraiment un monstre. Cela amène Dong-soo à se souvenir un peu des choses qu'il a vues de lui, et il n'hésite pas à répondre qu'il n'a rien d'humain. Après l'avoir écouté, le sous-directeur lui demande de se concentrer sur sa récupération, et de se rendre à l'administration lorsqu'il sera rétabli. Quant à Zung, il le recherche encore, mais il ne croit pas du tout qu'il puisse capturer quelqu'un qui a été capable de le vaincre. Seul, Dong-soo commence à bouillir de rage, se rappelant avec une clarté totale la menace que Zung lui a faite de ne plus jamais s'approcher de sa famille. Il considère cela comme une des défaites les plus humiliantes, mais refuse d'accepter ce résultat. Et puisqu'il sait où il se dirige, il prévoit d'obtenir un artefact pour pouvoir l'écraser vivant. Revenant à Jin-woo, il pensait justement à ces objets. Les artefacts pourraient être considérés comme des reliques artificielles, mais pour les chasseurs, ce sont des équipements de haut niveau que seuls les meilleurs artisans préparent. Maintenant qu'il y a plus de chasseurs, il y en a beaucoup dans les enchères en ligne. Mais il se plaint de pourquoi ils sont si chers en vérifiant leur prix. Il veut apporter l'équipement parfait au château du roi démon, mais il ne voit rien de convaincant dans la boutique. Et puisque la sphère de l'avarice est transférable, il envisage de la vendre pour obtenir de l'argent. Les taux d'amélioration du meilleur équipement vont de 20% à 30%. Et cette sphère a le pouvoir de doubler les dégâts magiques, donc elle devrait être assez précieuse. Le problème est qu'elle appartient à quelqu'un de rang E, donc ils enquêteront probablement sur son origine. Si elle avait été enregistrée dans un portail de rang A, il aurait une excuse. Mais étant de rang E, c'est impossible. En faisant quelques recherches sur le web, il trouve une annonce où il recherche des gens pour miner dans des portails de haut niveau. Nous sommes maintenant avec Go, qui examine en détail les informations de Jin-woo, et trouve étrange l'apparence de son identification, car il semble être un jeune homme sur la photographie. Alors il demande s'il a falsifié son rang,
Jinchu indique que Jinwoo a subi plusieurs blessures mortelles, donc il ne croit pas que ce soit le cas. Quant à sa mère, elle souffre du sommeil éternel et il se consacre à payer les études de sa sœur, ce qui fait de lui le pilier financier de la famille. De plus, il a l'information qu'il a rejoint l'incursion de la guilde des chasseurs il y a peu de temps, mais il est dans le groupe de minage. Revenant à Jin, il se présente maintenant à son supérieur pour travailler dans le groupe de mineurs, et il est accueilli sans problème. Bien qu'il soit de rang E, il sait que dans les incursions de donjons de haut niveau, il est nécessaire de diviser les tâches. Le groupe d'attaque élimine les monstres, celui de minage extrait le minerai de mana, celui de collecte, ramasse les cadavres des monstres, et, bien que cela nécessite du monde, cela finit par être assez rentable. Pendant qu'il pense à cela, Choi se trouve à l'intérieur du portail de rang A, et n'hésite pas à utiliser sa puissante magie de feu pour balayer les grands monstres qu'il a devant lui. De manière stratégique, il fait en sorte que les chasseurs de type tank se concentrent sur la défense, avançant avec facilité grâce à leur capacité. À ce moment-là, il suggère à Hai de faire attention à l'odeur, car il sait qu'elle a un nez sensible à certains arômes. Après un certain temps, Jinwoo le voit sortir avec les autres du portail, réussissant à vaincre tous les monstres, sauf le chef, avec facilité. Cela le surprend un peu, car ils sont tous sortis indemnes. Bien qu'il s'agisse d'un portail de rang A, ce qui lui confirme que le pouvoir de Choi est authentique. Il observe également bien la seconde en commandement de la guilde Hunters, et la 9e chasseuse de rang S du pays, Chae Ryan, la danseuse. Jinwoo pense qu'elle est quelqu'un de redoutable et en vient à se demander combien de personnes dans le monde possèdent la même aura qu'elle. Pendant un instant, Chae ressent une présence très puissante, venant d'une direction, car il semblait que cela venait du président Go. Mais elle croit que c'est son imagination, puisqu'elle ne parvient à rien trouver. Jinwoo reste caché, et remarque qu'elle est plus perspicace qu'il ne le pensait, car il ne manquait pas grand-chose pour qu'elle puisse l'identifier parmi la foule. Après cela, il entre avec le groupe de minage et de collecte pour travailler, et déjà dans le portail, il vérifie les particularités d'être un portail de rang A. Quant au chef, il suppose qu'il doit être supérieur à Vulcan en termes de méthode du château, ayant un intérêt à le voir par lui-même. À ce moment-là, il est méprisé pour être simplement un rang E, mais les mineurs se taisent lorsqu'ils reçoivent son regard perçant. Dès qu'il commence à travailler, Jinwoo démontre une grande force et résistance dans l'extraction des minerais. Cela lui permet, lorsque vient l'heure de la pause, de convaincre son supérieur de le laisser continuer à miner. Il fait cela dans l'intention de profiter du fait que personne ne le surveille pour utiliser cette heure qu'il a pour aller voir le chef. Mais lorsqu'il arrive enfin à l'entrée et sort sa dague pour être prêt, Chae apparaît soudainement en le questionnant ou en voulant savoir ce qu'il fait là. La présence de Chae Ryan surgit de manière inattendue au moment le plus inopportun. Jinwoo, essayant de passer inaperçu tout en explorant les limites du portail de rang A, se retrouve face à face avec l'une des chasseuses les plus puissantes et perspicaces du pays. Son déguisement de rang E sera-t-il enfin démasqué? Comment réagira-t-il à cette apparition soudaine? La confrontation est inévitable. Que pensez-vous qu'il va se passer? Laissez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez l'ascension en puissance et les mystères de Jinwoo, n'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et bien sûr, restez à l'écoute pour la prochaine vidéo, où nous découvrirons les conséquences de cette rencontre explosive et continuerons à dévoiler les secrets qui entourent notre chasseur sombre. Vous ne voudrez pas manquer ça.